Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième conversation avec Marion de Saint-Pulgent autour de son livre sur les musiciens et le pouvoir, ou le pouvoir et les musiciens, de Louis XIV à Lully, paru aux éditions Gallimard. Marion de Saint-Pulgent, d'abord, bonjour. Bonjour. Et ensuite, donc, nous avons essayé de débrouiller un peu ou de débrouillarder le paysage de la France dans ses rapports avec la musique. Entrons maintenant dans ce qui est le sujet de votre livre, c'est-à-dire les rapports d'instrumentalisation réciproque et de conflits résolus ou non résolus entre le pouvoir et les musiciens, ou le pouvoir et la musique. Le premier des personnages qui incarne le pouvoir à faire son entrée dans votre livre, c'est Louis XIV. Louis XIV est-il musicien? N'est-il que musicien? Est-ce que son rapport avec la danse a quelque chose à voir aussi avec son rapport avec la musique? Bref, portrait de Louis XIV en artiste par Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Ah, c'est un roi artiste, c'est évident. C'est surtout... c'est un roi musicien d'abord. Il joue de la guitare classique, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'instrument espagnol. Il est espagnol par sa mère. Et petit-fils Médicis, Oui, ce qui est très important. Vous soulignez à quel point c'est important, on y reviendra. Et donc, voilà. C'est par ailleurs un grand danseur. On a dit que c'était le premier danseur du royaume. Bon, ça, il faut faire la part de la flagornerie. Mais il est clair qu'il a dansé toute sa jeunesse, comme d'ailleurs son père, Louis XIII. C'est une tradition française, c'est la grande tradition française, l'affirmera-t-il d'ailleurs assez vite, la danse est l'art français par excellence. Opinion partagée par la suite, puisque notamment par la danse russe, c'est à quel point les chorégraphes français ont joué un rôle fondamental dans la construction des ballets russes. Mais ce n'est pas tout, parce que quand on voit sa politique artistique, il s'est rarement trompé pour choisir les artistes qui feraient de la création artistique à sa cour. Il a un coup d'œil extraordinaire, et même en architecture. Saint-Simon, qui n'aime pas beaucoup, souligne dans ses mémoires que le roi était capable de voir les défauts d'une construction, et il en remonterait aux responsables des bâtiments de France. Donc il est incontestablement, admirablement formé, et il a un goût extraordinaire, un instinct pour choisir les bons, les meilleurs. Mais ce qui est aussi, il faut souligner chez Louis XIV, c'est un disciple de Machiavel, et il diagnostique assez vite, il l'exprime très vite, en tout cas il en fait une politique. Le divertissement est les divertissements du roi et de sa cour sont un des éléments de la politique et de la grande politique. Il trouve ces idées-là chez Machiavel, et il va faire une lettre au dauphin pour expliquer, des années plus tard bien sûr, à quel point c'est important, le rôle du divertissement, et aussi que c'est un divertissement qui doit se faire de façon publique, car c'est une des manières de régner sur l'esprit de ses peuples, et aussi d'impressionner l'étranger, voire l'ennemi. Alors là, c'est un héritier des Valois. Voilà, c'est une politique initiée par François Ier, qui a utilisé à la fois la littérature et les arts pour combattre la puissance Habsbourg, et qui est le grand monarque qui institue cette politique de régner par les arts. Mais Louis XIV est le premier à annexer la musique à cette politique. Jusque-là, cette politique s'est déployée dans les lettres et dans la peinture, la sculpture, la décoration, etc. Et les fêtes, bien sûr, mais pas dans la musique. Et alors, en revanche, il va au début... c'est-à-dire que Louis XIV devient roi et fait son éducation de roi auprès du cardinal Mazarin, qui est son mentor politique et son parrain, qui lui est un Italien et intimement convaincu, comme d'ailleurs toute l'Europe de l'époque, que la musique est l'apanage
des Italiens. Et il va vivre dans sa jeunesse, jusqu'à sa prise de pouvoir personnel, dans une cour dont le maître, Mazarin, assisté de la reine, qui pense comme lui. Il y a des liens très forts entre l'Espagne et l'Italie, qui va essentiellement donner de la musique italienne, au point d'ailleurs que c'est une véritable colonie italienne qui s'installe à la cour pour produire les divertissements musicaux, et y compris à destination du public parisien. Or, cette politique va être très mal reçue. Les Français sont à la fois autodénigrants et chauvins. Et en plus, les Italiens sont très mal vus à la cour. Les favoris italiens, on en a assez. Les reines Médicis ne laissent pas un souvenir génial. Et Mazarin va être critiqué sur ce point très précisément pendant la Fronde. Je pense que Louis XIV, qui est très intelligent, a compris que c'était une erreur politique de la part de Mazarin que d'essayer d'imposer le style italien en musique à une population française. Et dès sa prise de pouvoir personnel, à la mort de Mazarin, il prend un acte de rupture profonde, tout de suite après sa déclaration qu'il ne prendra pas de Premier ministre, première rupture avec l'époque de Mazarin. Il proclame que le grand art français, c'est la danse, et que c'est donc le ballet qui va devenir le terrain d'excellence de la musique française, puisque bien sûr les ballets sont des ballets en musique. Et il va créer une académie royale de danse, dont il va confier la direction à son responsable, l'aristocrate, le grand aristocrate qui gère les divertissements de la cour, mais où il va donner un rôle tout à fait important à celui qui est à la fois son ami, un proche, ami avec Louis XIV, c'est difficile, mais disons son proche, qui est lui-même un grand danseur musicien, qui est Jean-Baptiste Lully, qui est son maître de ballet, son maître à danser, et qui vient de créer d'ailleurs la bande des violons du roi, puisqu'il est aussi, comme la plupart des musiciens qui dansent, violoniste. Et donc là, c'est un acte extraordinaire parce que Louis XIV initie une politique nouvelle sur beaucoup de points. D'abord, la création des académies, car il y avait une académie française, mais qui était une assemblée d'érudits amateurs qui n'avaient rien de professionnel et qui en plus avaient été créés sous la protection de Richelieu, puis du chancelier Séguier, mais pas celle du roi. Tandis que l'Académie royale de danse va être un privilège royal, va recruter à la fois des danseurs aristocrates, car Louis XIV rappelle que c'est un art qui prépare à la guerre et qui en tant que tel donc convient à la noblesse, et en même temps des danseurs professionnels, et qui vont avoir un statut tout à fait à part, puisqu'ils vont échapper à ce qui est la règle dans toutes les professions artistiques, c'est-à-dire la juridiction des corporations. Les danseurs dépendent à l'époque de la corporation des ménétriers, c'est-à-dire en fait les violonistes, puisque les danseurs dansent surtout dans les bals. Et pour pouvoir exercer son art et le transmettre, il faut être reçu dans une corporation. La caractéristique de l'Académie royale de danse, qui n'est pas du tout en usage à l'Académie française, c'est que ça va être une autre façon d'accéder au métier et de l'exercer d'ailleurs en dehors de toute intervention de la corporation sur l'ensemble du territoire, alors qu'il y a une juridiction territoriale des corporations. Donc, si vous êtes dans la corporation de Paris, vous ne pouvez pas aller enseigner, je ne sais pas, à Toulouse ou ailleurs, tandis que les académiciens pourront enseigner sur tout le territoire et codifier leur art. Ça aussi, alors ça c'est pris à la française, car l'Académie française codifie l'usage de la langue, donc l'Académie de danse va avoir la responsabilité de codifier les règles de la danse. Peut-être faut-il s'attarder un instant sur ce que vous venez de dire à propos des fondements de l'autorisation donnée par Louis XIV à la noblesse de danser, qui est que la danse prépare à la guerre. Je ne suis pas sûr que dans l'esprit de nos contemporains, cette filiation soit tout à fait évidente. C'est un exercice physique. La danse baroque n'est pas du tout une danse de salon. C'est un exercice physique, donc si vous voulez être un bon combattant, il faut avoir une activité physique. Et donc, l'harmonie des mouvements, c'est la même ou elle est analogue à celle du cavalier ou de l'épéiste. Et par conséquent, effectivement, Louis XIV n'a pas tort, c'est un exercice physique très exigeant.
Et en plus, le mélange des amateurs et des professionnels oblige les amateurs à quand même être assez haut niveau, voilà. Et donc les figures sont compliquées, les ballets durent longtemps, il y a une question aussi d'endurance. Bref, c'est tout à fait regardez le jeu de jambes des boxeurs aujourd'hui, le jeu de jambes des combattants à l'épée ou au sabre, c'est pas très loin de l'exercice de la danse baroque. Autrement dit, au fond, la danse baroque, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui aller à la salle. Oui, c'est ça. Et alors, arrêtons-nous un instant sur Lully, dont vous avez dit à quel point il était proche de Louis XIV, aussi proche qu'on pouvait l'être, Oui. et du roi, et de ce roi particulier qui était Louis XIV. Il est italien, il est arrivé donc Il est avec... florentin, exactement. Oui, Il vient de Florence. Ce qui est encore mieux, si j'ose dire. C'est le berceau de la création de l'opéra italien. Et donc, qui est arrivé dans le grand courant des Italiens venus à Paris dans les circonstances que vous avez rappelées. Maître de ballet, ça veut dire professeur de danse du roi. Oui. Et de quelle manière et en quoi consiste l'impérium qui va être de plus en plus le sien? Bien, c'est d'abord l'intelligence, la profonde intelligence politique de Lully. Il est arrivé dans les bagages des Italiens, mais il a été recruté pour servir la grande mademoiselle, en premier lieu, qui dit de lui, d'ailleurs, c'est un grand baladin. Mais il va comprendre assez vite que c'est pas le bon maître. Il va interpréter très rapidement ce qui se passe pendant la fronde entre mademoiselle et son cousin, c'est-à-dire qu'elle prend le parti de la fronde des princes, un parti très affirmé même, et donc il va comprendre assez vite qu'il faut changer de patron. Et il passe au service du roi avant même que celui-ci ait vraiment l'exercice du pouvoir personnel. À un moment où tout le monde pense que le petit roi est un homme frivole, surtout occupé de ses plaisirs, et qu'il n'aura jamais aucune importance. Donc il va percevoir avant tout le monde que c'est là que le pouvoir va finalement s'exercer. Donc il s'approche d'un souverain encore très jeune, et par conséquent avec qui on peut nouer des relations assez proches, surtout qu'il est très isolé à l'époque, Louis XIV. La deuxième chose qu'il comprendra très vite, c'est que bien qu'il soit italien, il faut qu'il se francise. C'est-à-dire que le roi est, entre guillemets, nationaliste. Enfin, qu'il veut un art français dans une cour française et qu'il n'a pas d'objection, forcément, pas de préjugés contre les Italiens, à condition qu'ils deviennent français. Très vite, Lully va se franciser, va épouser la fille d'un musicien français très important de la cour, Lambert, va changer son nom de Lully de Zélie en Lully de Zélie grec, va se faire donner des lettres de naturalité et surtout va s'exercer à trouver un style français de musique. Il a compris avant tout le monde le projet du roi et avant tous les autres Italiens. Et quand, après la mort de sa mère, Anne d'Autriche, qui était restée jusqu'au bout un ferme défenseur des Italiens, lorsque Louis XIV, enfin libéré, pourra envoyer tous les Italiens musiciens de la cour, il fera une exception, celle de Lully, qui restera. Et Lully a su aussi s'adapter à ce qui a été les réactions du public à la création d'un art, d'un grand divertissement français, d'abord dansé et chanté, la comédie-ballet qu'il crée avec Molière. Là aussi, il ne se trompe pas sur les bons. Il s'associe avec Molière pour créer ce premier genre purement français, la comédie-ballet, qui va être le début de la construction de l'opéra français. Et il va comprendre assez vite que, contrairement à ce que le roi et lui ont pensé, c'est-à-dire que la France ne pouvait pas s'adapter à un art à l'italienne, c'est-à-dire entièrement chanté, un concurrent obscur crée un nouveau genre qui s'appelle la pastorale en musique et rencontre un succès phénoménal avec une petite piècette qui s'appelle Pomone, et qui va avoir un succès à Paris. Et là, très vite, Julie comprend qu'il s'est fourvoyé et va changer de pied et donc s'arranger pour reprendre, pour s'emparer de l'idée de son prédécesseur, et qui s'appelle Robert Cambert,
et profiter parce que c'est un opportuniste et un homme absolument sans scrupules, profiter des difficultés financières que celui-ci, qui est un mauvais gestionnaire, rencontre avec son entreprise pour racheter à bas prix son privilège et se faire donner un monopole absolu par Louis XIV, et changer aussi de dramaturge, car assez rapidement, ça va être un genre tragique qui va prendre le dessus sur tout le reste. Donc il va inventer la tragédie en musique, et pour cela, évidemment, Molière, qui n'est pas un tragique, mais un comique, n'est plus le bonhomme, et donc il va s'associer avec un autre poète qui est Quinault. Et donc, voilà, c'est un intuitif, c'est un grand politique, c'est un homme sans scrupules, et il a l'appui du roi, non pas parce que le roi ne pense qu'au divertissement, mais parce que le roi, voilà un élément très important de sa politique, et donc, comme Lully est l'homme qui le comprend, eh bien, il va avoir tous les privilèges nécessaires pour construire ce qui va être donc l'opéra français, la tragédie lyrique, la tragédie en musique. Alors juste un mot, il y a privilège et privilège. Je veux dire, Oui. le mot a deux sens. Peut-être Oui. il faut préciser celui qu'il a juridiquement. Si Voilà, on peut le dire. privilège, c'est en fait ce qu'aujourd'hui on appellerait une concession exclusive, c'est-à-dire le pouvoir central délègue à un homme, selon un système de concession, donc il y a des obligations de part et d'autre, le droit de produire un spectacle, ce qui est une autorisation administrative. Le système du privilège a duré jusqu'à la Révolution. C'est la Révolution qui démantèle le système du privilège, qui est un système de production professionnelle. Tout découle du pouvoir monarchique. Il faut un privilège pour éditer un livre, il faut un privilège pour ouvrir un théâtre, il faut un privilège pour toute production un peu importante. Et jusqu'à la Révolution, donc c'est le système par lequel vous lancez une entreprise dans ce domaine, et en particulier dans le domaine artistique. Et donc, c'est un acte du roi, c'est un acte royal, et alors on peut le modifier, voilà. Et par exemple, dans la lutte à mort entre Molière et Lully, c'est toujours Lully qui l'a emporté sur Molière, lequel a fini par mourir, ce qui a supprimé le problème. Mais Molière avait son propre privilège, c'est celui de produire des comédies avec sa troupe, dans un endroit qui était lié au pouvoir. C'était en réalité le palais royal. Quittons-nous sur la querelle entre Lully et Molière, remportée par Lully, et retrouvons-nous pour voir en quoi, notamment, le pouvoir est capable de contrôler le contenu des productions artistiques et musicales. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, merci.